Bonjour à tous et bienvenue dans la 6e vidéo du chapitre 2 de Terminal, intitulée « Comment est structurée la société française actuelle ?» Dans la vidéo précédente, nous avons étudié les deux analyses traditionnelles des classes sociales en sociologie, l'analyse des classes sociales en lutte de Karl Marx et l'analyse multidimensionnelle de la structure sociale de Max Weber. Ces analyses ont plus d'un siècle et comme nous l'avons vu dans les présentes vidéos, la structure socio-professionnelle a fortement évolué depuis 1945. Il s'agit donc à présent de se demander si ces analyses sont toujours pertinentes pour rendre compte de la société actuelle. Nous analyserons donc les études plus récentes qui interrogent la pertinence d'une approche en termes de classe sociale pour appréhender la société française actuelle à partir des débats statistiques et théoriques contemporains. Nous montrerons tout d'abord un certain affaiblissement des distinctions de classe depuis 1945, puis le maintien de la bourgeoisie comme véritable classe sociale, et le retour des classes sociales théorisées par Louis Chauvel. Enfin, nous verrons qu'il faut croiser les approches en termes de genre et de classe sociale pour rendre compte plus fidèlement de la société française contemporaine. Tout d'abord, depuis 1945, on peut constater un certain affaiblissement des distinctions de classe, puisque la société française serait devenue plus homogène. On repère tout d'abord cette homogénéisation de la société à la transformation de la classe ouvrière, voire sa disparition, et l'émergence d'une classe populaire plus large. Le prolétariat ouvrier au sens strictement marxiste du terme n'existe plus, ou en tout cas moins, pour plusieurs raisons. Les mutations de la structure socio-professionnelle au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, la salarisation, la tertiarisation, la féminisation et l'élévation du niveau de diplôme, font reculer symboliquement mais aussi numériquement la classe ouvrière en France. Dans le même temps, le sentiment d'appartenance à la classe ouvrière décline en même temps que les organisations traditionnelles de mobilisation collective, comme la diminution du vote communiste ou de l'adhésion aux syndicats. On remarque aussi une baisse du nombre de journées de grève. Les actions collectives de manière générale autour du travail ouvrier ne mobilisent plus autant. Le nombre d'ouvriers et sa part dans la population active diminuent depuis 1945 du fait de la désindustrialisation de l'économie. Les bastions traditionnels qu'étaient les grandes industries, automobiles, textiles, le secteur de la métallurgie et des chantiers navals, disparaissent aussi progressivement, réduisant en même temps les lieux de concentration ouvrière qui étaient propices à la formation d'une unité collective et d'une conscience commune. Au-delà du travail, c'est aussi les quartiers ouvriers qui se transforment, avec la disparition des cités ouvrières ou des corons dans le nord de la France, et certains quartiers se gentrifient. Dans le même temps, le nombre d'employés augmente fortement, accentuant encore un peu plus la disparition de la classe ouvrière. Dès lors, celle-ci se transforme en classe populaire, au pluriel, qui réunissent des salariés d'exécution, peu autonomes, peu indépendants, peu qualifiés et peu rémunérés, mais davantage isolés au sein d'entreprises plus petites qui sont moins favorables aux mobilisations collectives. En somme, les classes populaires regroupent les personnes situées en bas des hiérarchies, fondées sur des critères économiques, que ce soit le revenu ou le patrimoine, mais aussi en bas des hiérarchies fondées sur des critères sociaux, comme le diplôme, les conditions d'emploi ou le lieu de résidence. Il est difficile de définir précisément les frontières de ces classes populaires, qui regroupent près d'un emploi sur deux, notamment une partie d'indépendants, qui sont liés aux plateformes numériques dans la période la plus récente. C'est pourquoi on utilise le pluriel pour qualifier cette vaste population. Au-delà de l'émergence des classes populaires et de la disparition de la classe ouvrière, c'est aussi depuis 1945 l'apparition d'une vaste classe moyenne indéfinissable. En effet, une autre transformation de la société bouleverse la classe ouvrière, c'est la moyennisation, telle qu'elle a été étudiée par Henri Mendras. Ainsi, dans son ouvrage La Seconde Révolution française, publié en 1988, il analyse la société française de 1965 à 1984 et montre que la structure pyramidale ne permet plus de décrire la société française issue des Trente Glorieuses. Pour Mendras, la société française peut être représentée par une toupie, avec la pointe basse regroupant les pauvres, la pointe haute l'élite, et au milieu une vaste classe moyenne, regroupant à la fois le haut des catégories populaires, les indépendants et la constellation centrale des cadres. La distance interclasse, c'est-à-dire entre les classes, se réduit, car les inégalités de revenus ont eu tendance à diminuer
depuis 1945. Dès lors, les frontières entre les classes se brouillent et disparaissent, en partie car les niveaux et les modes de vie s'homogénéisent, la culture se démocratise dans les deux sens, du haut vers le bas de la hiérarchie, mais aussi du bas vers le haut de la hiérarchie. Le niveau de qualification augmente également grâce à la démocratisation et la massification scolaire. Dès lors, une part plus grande de la population accède à de nouvelles formes de consommation grâce à la forte augmentation des bas revenus durant les Trente Glorieuses. Ainsi, ces anciennes classes populaires accèdent aux loisirs, aux vacances, aux biens culturels, mais également aux nouveaux moyens de communication et de transport. Dès lors, ils peuvent entrer pleinement dans la société de consommation de l'époque et donc participer, comme la majorité de la population, à cette société. Cette moyennisation de la société apparaît également lors des enquêtes mesurant l'identification subjective à une classe sociale, où on mesure entre la moitié et les trois quarts des individus interrogés qui se déclarent appartenir à la classe moyenne. Ce constat statistique d'identification subjective à la classe moyenne s'explique à la fois par l'augmentation numérique des catégories intermédiaires et supérieures, mais aussi par la volonté du bas de la hiérarchie et du haut de la hiérarchie d'afficher une forme de normalité, de montrer que l'on vit comme les autres. L'identification à la classe ouvrière se réduit d'autant plus que la norme et la situation enviée est celle des classes moyennes. Dans le même temps, la distance intraclasse, c'est-à-dire entre les membres d'une même classe, augmente, ce qui contribue d'autant plus à brouiller les classes et donc à rendre ce type d'analyse moins pertinent depuis 1945. Les anciennes classes sociales deviennent de plus en plus hétérogènes et regroupent des individus différents les uns des autres du fait des multiples critères d'individualisation comme le diplôme, le statut, le contrat de travail, la dynamique de la trajectoire sociale, la carrière professionnelle ou encore le revenu. C'est aussi, comme étudié au tout début de ce chapitre, le lieu d'habitation et la composition du ménage qui distinguent les individus entre eux. L'analyse du vote est un bon moyen pour mesurer cette distance intraclasse, puisque au vote ouvrier traditionnel à gauche s'ajoute désormais le vote populaire pour l'extrême droite. Cette hétérogénéité croissante à l'intérieur des différentes classes sociales est notamment due à l'individualisation des trajectoires scolaires et professionnelles. Les collectifs de travail sont remis en cause par le chômage et les fermetures d'entreprises. Les carrières sont davantage discontinues, les contrats de travail plus courts, ce qui ralentit la constitution de relations professionnelles et de sentiments d'appartenance au collectif. Le revenu est lui-même plus individualisé en raison de la part croissante des primes, des différences de temps de travail et de type de contrat qui visent à rémunérer les différences de productivité. Enfin, dans une société marquée par le chômage de masse et de longue durée, comment classer les chômeurs et les inactifs n'ayant jamais travaillé ? Ces populations, dont le nombre a augmenté, remettent aussi en cause les classes sociales en se situant entre les classes sociales. Si la classe ouvrière tend à disparaître, remplacée par des classes populaires et surtout par une vaste classe moyenne ou des classes moyennes en augmentation, il semble que le haut de la hiérarchie se maintienne. En effet, la classe bourgeoise peut être considérée comme la dernière vraie classe sociale en France. Au sens marxiste du terme, la bourgeoisie perdure dans la société française contemporaine et conserve tous les attributs identifiés par Karl Marx. La bourgeoisie continue de posséder les moyens de production et le sentiment d'appartenance à cette classe est toujours présent et défendu par ses membres. La lutte des classes identifiée par Karl Marx a un peu évolué depuis la fin du XIXe siècle, mais la bourgeoisie se mobilise toujours autant pour défendre ses intérêts. C'est par exemple l'opposition à l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, ou l'opposition à l'installation d'un centre d'hébergement de sans-abri dans le 16e arrondissement à Paris, quartier plutôt bourgeois de l'ouest parisien. L'homogamie sociale et la très forte reproduction sociale grâce à l'école et à l'entre-soi, permet à cette classe sociale de se maintenir et de maintenir sa position dans la structure sociale française. Ainsi, les analyses classiques en sociologie des classes sociales ne semblent plus tout à fait pertinentes pour rendre compte de la situation de la structure sociale française contemporaine. Toutefois, Louis Chauvel, dans un article paru en 2001, propose une autre analyse de la société française. Pour lui, les mutations de la société française depuis la fin des Trente Glorieuses seraient à l'origine de ce qu'il appelle un retour des classes sociales,
notamment visible par l'augmentation des inégalités. Ainsi, le processus de moyennisation décrit par Mendras se serait arrêté avec la fin de la période de forte croissance économique qui permettait de réduire les inégalités. Au contraire, depuis la fin des années 1970, les inégalités économiques et sociales repartent à la hausse et permettent de distinguer plus clairement les classes sociales dans la société française, notamment ces classes populaires qui regroupent les ouvriers et les employés. Toutefois, pour Chauvel, ces classes n'ont aucune conscience de classe, il n'y a donc pas de mouvement collectif. Les classes sociales sont pour Chauvel, je cite, objectivement visibles, mais subjectivement désarticulées. Dès lors, pour rendre compte fidèlement de la société française contemporaine, il apparaît comme nécessaire de croiser les approches en termes de classe sociale avec celle du genre. Les classes sociales ne semblent plus totalement pertinentes et suffisantes pour analyser la société française contemporaine. Il faut dès lors croiser les approches en termes de classe et de genre pour mettre en évidence leur enchevêtrement, plutôt que d'analyser la société française séparément à partir de ces critères. En effet, la situation d'un homme ouvrier n'est pas la même que celle d'une femme ouvrière. De même, une femme cadre et une femme employée ne partagent pas la même vie et ne sont pas confrontées aux mêmes problématiques. Notamment en ce qui concerne par exemple le temps partiel, qui serait davantage choisi pour la première et subi pour la seconde. Le genre et la classe sont deux modes de classification et de domination qui se superposent et qui peuvent se renforcer. Par exemple, la femme employée cumule deux caractéristiques dévalorisées et dépréciées dans la société française actuelle. Ainsi, croiser les modes de domination entre les rapports de classe et les rapports sociaux de genre permet de mettre en évidence l'hétérogénéité à l'intérieur des classes sociales et de souligner une nouvelle fois la distance intraclasse. Pour conclure cette deuxième sous-partie de la deuxième partie du chapitre 2, on constate que l'analyse en termes de classe sociale semble difficile à mener actuellement en France, tant les frontières entre les classes se sont brouillées, Les classes sociales identifiées par Marx avaient une forte homogénéité interne, c'est-à-dire une faible distance intraclasse, et avaient une forte hétérogénéité externe, forte distance interclasse. Or, ces distances se sont en partie inversées. Les groupes se sont rapprochés dans un mouvement de moyennisation permis par la réduction des inégalités pour les Trente Glorieuses. Il s'agit ici de la diminution de la distance interclasse. Et dans le même temps, les membres des groupes sociaux se sont éloignés les uns des autres du fait de l'individualisation des parcours et des situations. Il s'agit ici de l'augmentation de la distance intraclasse. Le croisement du genre et de la classe sociale permet de rendre compte de ces situations disparates entre les individus, en mettant en évidence les interactions entre les différents facteurs de domination. La classe sociale n'est alors pas la seule grille d'analyse de la société, mais elle doit être croisée avec d'autres critères comme les rapports sociaux de genre par exemple. Après les années 1970, il est plus compliqué de dégager une tendance claire pour décrire la société française. Certains sociologues comme Louis Chauvel remettent en cause l'idée de moyennisation et théorisent plutôt le retour des classes sociales, notamment la constitution d'une vaste classe populaire regroupant les employés et les ouvriers d'exécution, et à l'opposé, le maintien de la classe bourgeoise, de la bourgeoisie, dans la société française. Il semble exister un consensus pour désigner la classe bourgeoise comme la seule véritable classe marxiste qui perdure actuellement. Il faudrait alors parler de recomposition des classes sociales depuis 1945, c'est-à-dire ni leur disparition ni leur retour, mais bien leur transformation. Le monde ouvrier n'a pas totalement disparu, mais il a fortement changé par rapport à celui des années 1960. Les classes moyennes regroupent des populations hétérogènes, et les classes supérieures sont toujours présentes, mais se sont elles aussi diversifiées, notamment du fait des nouvelles fortunes issues des nouvelles technologies. Ces mutations des classes sociales font écho aux transformations de l'économie et de la structure socio-professionnelle au cours de la même période. J'espère que cette vidéo vous a plu et a été suffisamment claire pour comprendre les débats théoriques et statistiques qui animent la sociologie contemporaine à propos de la société française actuelle. Nous avons ainsi mis en évidence l'affaiblissement des distinctions de classe sociale avec le processus de moyennisation théorisé par Mendras, ainsi que les évolutions des distances intra- et interclasses, l'identification subjective à un groupe social et la multiplication des facteurs d'individualisation. Nous avons également montré que la bourgeoisie pouvait être considérée comme la seule véritable classe sociale
qui se maintient dans la société française contemporaine, et que certains sociologues ont mis en évidence un retour des classes sociales sur la période la plus récente. Enfin, nous avons croisé les approches en termes de genre et de classe sociale pour analyser plus précisément les rapports de domination et de hiérarchisation des différents critères dans la société française contemporaine. En effet, l'articulation des rapports sociaux de genre avec les rapports de classe permet de mettre en évidence la particularité des situations individuelles. Comme d'habitude, vous retrouvez en description des documents complémentaires, notamment l'analyse de Pierre Bourdieu de la société française qu'il a faite, qui n'est pas directement au programme, mais qui est une forme de synthèse des analyses de Marx et de Weber à propos de la société française contemporaine. Les prochaines vidéos porteront sur l'analyse de l'engagement politique dans les sociétés démocratiques. Bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.